Alors, ça, ce sera le 10e essai de Filiconi. Il s'agit d'une œuvre qui, à mon sens, est une œuvre absolument fondamentale, qui est une œuvre qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Dan Graham et qui s'intitule Schema 1966 ou Schema March 1966. Alors, pour comprendre cette œuvre, il faut comprendre un certain nombre d'éléments. Dan Graham, donc artiste conceptuel. Cette œuvre, c'est une version traduite. Je vous montrerai après, mais une version originale, une version en anglais de l'objet. C'est une version traduite et c'est une version qui doit s'entendre. Pour la comprendre, il faut comprendre 3 éléments. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la pièce s'appelle donc Schema March 1966 et ça commence avec un statement. Okay, il y a donc ce statement liminaire qui dit comment ça marche, schéma pour un ensemble de pages dans différentes, etc., etc. On y reviendra après. Ensuite de ça, ça marche avec un deuxième élément qui est donc cette fois-ci le schéma. Ça, c'est donc la forme schématique de l'œuvre. C'est-à-dire l'œuvre, elle se présente comme ça, comme une colonne, et puis il y a des noms, et puis il y a des trucs à remplir en fonction des noms. Et cette œuvre, elle existe à partir du moment où un éditeur décide de publier cet objet, de le publier à la fois le statement, de publier le schéma, et une fois que le schéma est publié, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut ne pas publier le schéma, de publier l'activation du schéma. Et donc l'année où j'avais fait, donc ça date en 2008, puisque c'est l'année où j'avais fait l'anthologie de l'art conceptuel, donc on l'avait activé dans l'anthologie, ça devient un poème. C'est-à-dire que le rédacteur de la revue ou l'éditeur du livre est en charge de faire la comptabilité sur la page où est publié schéma de l'ensemble des occurrences et de le remplir. Et là, à partir de ce moment-là, l'œuvre devient un poème. OK ? Alors, il y a eu plusieurs occurrences de ça, c'est-à-dire qu'on sait que cet objet a existé la première fois que cet objet est apparu, donc il a été conceptualisé par Dan Graham en 1966. On sait qu'il apparaît pour la première fois dans la revue Aspen 5 et 6, numéro 5-6, qui est publié en 67. La deuxième occurrence de sa publication, c'est dans cette édition de la revue Art Language, qui date de mai 1968. Donc il y a exactement le même objet qui est à l'intérieur. Je vous le montrerai. Et puis l'autre occurrence qui apparaît à la même période, c'est le catalogue de l'exposition Conception à Leverkusen en 1969. Alors, cette œuvre est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Elle est importante parce que ça suit une série de commentaires de Dan Graham qui sont généralement publiés avec. Et elle est importante parce qu'elle va prendre en compte l'idée que une œuvre comme poème, par rapport à ce dont on a parlé un nombre de fois, une œuvre comme poème présuppose qu'il puisse y avoir une structure, mais que cette structure, quelle qu'elle soit comme forme, n'a pas de valeur possible d'objet œuvre ou d'objet poétique. Ce qui lui fera la possibilité de devenir un objet œuvre ou d'objet poétique, c'est que la possibilité qu'elle puisse être activée dans un ouvrage, mais que quelqu'une ou quelqu'un puisse la recevoir comme la possibilité que quelque chose soit activé. D'accord ? Alors, ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. Et donc, qu'on puisse voir que cet objet a été activé et qu'on puisse le percevoir dans sa calculabilité, qu'on puisse le percevoir comme un objet, comme un objet œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? La première chose qu'on peut retenir qui est essentielle, c'est que pour Dan Graham, il s'agit de l'utilisation d'un arbitraire. Ce que lui appelle des techniques et des datas. Il n'y a rien d'autre que de l'arbitraire pour lui. D'accord ? Et que ça, c'est la première chose importante, c'est la première définition centrale de ce qu'est l'œuvre. La deuxième chose pour Dan Graham qui est extrêmement intéressant à comprendre au niveau de cette pièce, c'est que pour lui, cette pièce repose volontairement sur une absence de composition. Il n'y a aucune composition. Il n'y a rien qui est déterminé par la forme, tout est strictement épuisé, et il n'y a qu'une activation possible. La composition ne dit rien, n'indique rien, composé à la tradition d'un poème où il y a une composition, puisque le langage se compose. Là, il n'y a rien. J'ai beau faire ce que je veux, d'essayer d'imaginer des interactions entre les choses, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'interaction. Si ce n'est que tautologiquement, normalement, les indications que vous voyez renvoient très précisément et techniquement aux data de la page sur laquelle c'est publié. C'est-à-dire sur cette page, il y a 3 adjectifs. Sur cette page fait 73 cm de périmètre. Ça a été fait en Adobe Garamond Pro, etc., etc. Ça n'est rien d'autre que tautologiquement ce qui est circonscrit sur la page. Et que ça s'active à chaque fois en fonction de la publication qui est déterminée. De la même manière, donc ça veut dire qu'en tant que telle, la pièce, elle ne repose exclusivement que sur une seule chose qui est fondamentale pour Dan Graham, qui est la question de l'intentionnalité. Okay, ce qui fait œuvre, ce n'est rien d'autre qu'une intention. Le truc est totalement arbitraire, il n'y a pas de composition, il n'y a pas de forme particulière, c'est juste qu'à un moment, il y a une intentionnalité. Okay, la troisième chose qui est extrêmement importante pour Dan Graham, c'est que Dan Graham précise et dit, a répété un nombre de fois incalculable, que cette pièce n'avait aucune vision d'auteur et aucune vision artistique. Rien. C'est-à-dire que cette pièce, elle est arbitrairement définie et qu'elle ne contient aucune vision. C'est-à-dire qu'elle ne contient aucun sens. Elle n'a pas à être interprétée, elle n'a pas à être pensée comme forme plastique, elle est totalement arbitraire et sans vision. Et c'est extrêmement important de comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que la seule chose qui reste dans ce cas-là, c'est évidemment une question d'intention. La quatrième chose qui était importante pour Dan Graham, c'était de considérer qu'en l'état, cette œuvre subvertissait totalement la question de la valeur. 1, parce qu'elle est jetable. 2, parce qu'elle n'est pas une marchandise, qu'elle ne peut pas être une marchandise. Et 2, qu'elle résiste à toute forme d'économie. Elle ne peut pas être montrée dans une galerie, elle ne peut pas être vendue par une galerie, elle ne peut pas être transférée, etc. etc. Elle est ce que pensait Dan Graham, elle résiste fondamentalement en tant que marchandise. 5e élément que présupposait Dan Graham, c'est que cette œuvre, elle ne peut pas être pensée comme une valeur symbolique. Elle résiste totalement à la valeur symbolique. Il n'y a rien, il n'y a aucun symbole. Les chiffres ne disent pas, la valeur des chiffres ne disent aucun symbole. C'est de la data. Et qu'il ne peut pas y avoir de symbole à l'intérieur de ça. Donc, elle est tautologique, c'est-à-dire qu'elle est en même temps son signifiant et son signifié. Elle n'est rien d'autre que ça. Pas plus, pas moins. Ça veut dire donc que si on fait une liste, on arrive à comprendre la chose suivante et que cette œuvre elle arrive à déconstruire plusieurs choses. 1. Elle déconstruit la question de l'objectivité. Il n'y a pas d'objectivité, c'est une œuvre arbitraire. Elle déconstruit la composition. Elle la déconstruit par la question de l'intentionnalité. Ce qui prime, c'est l'intentionnalité. La composition n'importe pas. Elle déconstruit la vision, là aussi par la question de l'intentionnalité. Il n'y a pas de vision. Ce n'est pas la vision qui fait œuvre. C'est que l'intentionnalité qui fait œuvre. Il n'y a pas de valeur. Okay, ça déconstruit la valeur parce que ce qui importe, ce n'est pas la valeur. Ce qui importe, c'est sa résistance à la marchandise. C'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser, c'est que conceptuellement, elle est résistante à la marchandise. Et dernière chose, 5e, ce que je disais, la question d'une résistance et d'un subvertissement de la question du symbole. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le symbole, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y aura possiblement une expérience à partir du moment où je saisirai qu'il s'agit d'une intention. Et que conclusivement à tout ça, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre et qui est archi fondamental, c'est que ce qui était, et ça pour moi c'est une des choses qui me fascine le plus évidemment chez Dan Graham, c'est que tout ça fait que cette intention est considérée comme le médium par Dan Graham. Il n'y a pas d'autre médium que l'intentionnalité chez Dan Graham. Ça n'est que ça. C'est-à-dire que le médium, ce n'est pas une question que ce soit du tableau, du papier, du texte, etc. Ça n'a aucune importance. Le médium fondamental de cette œuvre, son seule possibilité du médium, c'est donc le fait que ce soit une intention, qu'il y a une intentionnalité. Et pour arriver à comprendre tout ça, il faut se référer dans le texte qui est liminaire, le texte qui va ensuite derrière, il y a un fragment qui est extrêmement important, qui est celui-ci. Ce n'est pas de l'art pour l'art, son médium, virgule, c'est l'un-formation. Sa valeur de communication, sa compréhension sont immédiates, particulières et se changent en s'adaptant aux termes et au temps de son système, comme de son ou du contexte dans lequel il est lu, ou elle est lue. Moi, la question ce qui m'importe le plus, c'est la compréhension de information ou information pour arriver à comprendre cette chose. Ça me semble être le plus important. Alors, du coup, comment on va essayer de comprendre cette question-là ? Pour arriver à le comprendre, il faut s'intéresser à la question du tiret. Donc ça veut dire que là encore, petite parenthèse, ce qui est importante, c'est de comprendre que l'interprétation qu'on fait de l'œuvre se fait à partir des commentaires et pas à partir de l'œuvre, puisque l'œuvre est arbitraire et que ce qui compte, c'est l'intention.
mais qu'une des intentionnalités de Dan Graham est d'avoir posé un commentaire sur cette œuvre, et dans le commentaire, d'avoir posé l'idée que cette œuvre devait être lue comme médium à partir d'une information, mais d'une information avec un tiret. Donc ma question, c'est de savoir comment on lit cette question du tiret. Qu'est-ce que c'est que cette question du tiret? Alors du coup, il faut arriver à le comprendre. Et il faut arriver à le comprendre, et en allant simplement le tiret dit une chose, c'est Dan Graham nous dit un truc, il nous dit attention, lectrice ou lecteur, tu lis ce que tu veux, mais tu ne dois pas lire information comme information. Ça ne dit pas l'information, c'est-à-dire la transmission d'une connaissance ou d'une valeur de quelqu'un à quelqu'un ou de quelqu'un à quelqu'une. Okay, il te dit c'est ça qu'il faut surtout pas que tu fasses. Il faut que tu le lises autrement. Donc la question c'est comment je peux le lire. Donc il faut que j'imagine. Et alors du coup il faut que je vais chercher dans la formation même du mot. Et la formation du mot elle est donc latine. Et en latine je vais revoir et je me rends compte que le mot informare en latin ça signifie façonner, disposer. Ok ? C'est ça que ça dit. C'est-à-dire, ça signifie informare en vue de faire une forme. On va disposer pour que ça arrive à quelque chose. Et ben, c'est exactement ça. Hein. Entre le schéma qui est ici, hein, qui est en vue de quelque chose, et puis là, il va atteindre une forme. Sauf que c'est totalement arbitraire et que ce qui importe, c'est l'intentionnalité, c'est que je comprenne ce qui a été ce mouvement d'information. Okay ? Puis ensuite, je me rends compte que le terme informare, il vient de deux autres mots en latin, qui est le mot informis, qui a donné un mot que vous connaissez en français, qui est informe, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de forme importante. Okay ? Et c'est précisément ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit, pas de composition, on s'en fout, quelle que soit la composition, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est l'intentionnalité. Et puis, si je creuse encore sur cette question, je tombe évidemment dans les dictionnaires latins sur le mot qui nous intéresse, qui est le mot informatio en latin, et qui signifie évidemment de manière extraordinairement claire, qui signifie, comme vous vous en doutez, intention. L'informatio, c'est l'intention. Et donc, c'est précisément ce que dit Dan Graham, il dit son médium, virgule, c'est l'in-formation. C'est-à-dire que son médium, c'est fondamentalement ce qu'on appelle une intention. Alors, petite parenthèse aussi, le mot informatio en latin, donc ça signifie évidemment l'intention, ça signifie la mise en forme, etc. Et ça signifie aussi, et ça m'arrange moi évidemment divinement bien, puisque informatio signifie en latin expliquer quelque chose par l'étymologie. C'est-à-dire je vais passer par la déconstruction du mot, c'est-à-dire je vais démonter sa forme pour pouvoir en comprendre la modélisation et le mouvement. Et c'est précisément ce qu'il fait dans le texte. C'est précisément pour ça qu'il y a un tiret. Et que ce tiret nous rappelle évidemment la chose suivante, que oui, effectivement, la compréhension de ce texte passe par une intentionnalité et que c'est son médium. Et alors évidemment, pour nous modernes et pour nous contemporains, c'est extrêmement important d'arriver à comprendre ce que signifie que le médium, c'est l'intention. Et c'est évidemment la forme fondamentale de l'art conceptuel. Alors à partir de ça, c'est la chose la plus importante, de considérer que le médium est une information, est une information, et de considérer que cette information, elle doit être comprise comme une intention. Je suis désolé pour ce petit bruit. Comme une intention. Et que évidemment, cette information... Ah oui, pardon, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a deux manières de comprendre l'information. Soit on la comprend, l'information, comme étant une intention, il y a une intention fondamentale, soit je vous rappelle aussi, et ce sera ma conclusion pour l'interprétation de cette pièce, qu'en philosophie, qu'est-ce que signifie l'information en philosophie? Ça signifie donner et ou recevoir une forme. Et ça n'est évidemment pas autre chose que l'expérience magistrale de cette pièce, qui existe depuis 66 et qui est notée jusqu'à 73, parce qu'il y a eu plusieurs commentaires qui ont été faits. Et c'est cette oscillation qui est le médium de cette pièce. Et les deux expériences de cette pièce, c'était précisément ça, l'information comme intention, ou alors d'un point de vue philosophique, l'information comme possibilité de recevoir et ou de donner une forme. Voilà.